La pierre papier se met à l'ISR, c'est le sujet de notre table ronde dans le live du Grand Forum du Patrimoine. Je suis pour en discuter avec Anne-Claire Barbery. Anne-Claire, bonjour. Bonjour. Et puis à vos côtés, il y a Thierry Gueff. Thierry, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Anne-Claire, vous êtes responsable RSE et innovation au sein du groupe Perial. Et puis vous, Thierry, vous êtes le directeur général de Fiducial Gérance. Hein, c'est pas la même chose que Fiducial. Exactement. Bon, alors notre thème, c'est la pierre papier se met à l'ISR. Bon, quand on a préparé ce travail, je vous disais un petit peu comme tout le monde aujourd'hui dans l'industrie financière se met à l'ISR. Petite mise au point, est-ce que cet ISR, ça correspond à une demande des investisseurs, tant particuliers qu'institutionnels, ou est-ce que c'est pas parfois un peu une lubie des gérants ? Je vois que ça fait rire Anne-Claire. Non, nous, ce qu'on constate chez Perial, c'est que les épargnants sont de plus en plus demandeurs, ont des questions de plus en plus pointues, notamment par exemple sur l'impact carbone par milliers d'euros investis dans PFO2 par exemple. Donc c'est très concret. Donc vous êtes plutôt sur une clientèle d'investisseurs particuliers. Et donc clairement, c'est des particuliers qui disent ça impacte comment ? C'est ça. C'est très clair. Ouais. Vous ressentez aussi cette remontée de la part des investisseurs ? Alors, en tout cas, pour les particuliers, oui, il y a une tendance depuis 1 ou 2 ans à questionner davantage. Avant, ils privilégiaient le rendement et le volet vert, on va dire. Ça venait après. D'abord le rendement et puis éventuellement la conscience. Là, on peut constater que via les partenaires, donc via les CGP, les réseaux de CGP, on voit qu'il y a des questionnements. Parce que pour le particulier. Cette demande d'ISR, c'est quand même une demande qui émane de l'univers des institutionnels à l'origine, non ? Oui, il y a une très forte aujourd'hui. On peut constater, je pense que vous le voyez aussi Anne-Claire chez vous, c'est que les institutionnels aujourd'hui, avant d'investir, ils vous font des due diligence, comme on dit, et ils vous interrogent sur votre politique ISR, qu'est-ce que vous faites. Et ça fait partie maintenant des premières questions. D'accord. Avant, c'était à la fin du catalogue de questions. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Et maintenant, c'est la question préliminaire. C'est un prérequis. Donc ce que vous me dites l'un et l'autre, c'est qu'on a un vrai sujet. La pierre papier, les SCPI et l'ISR, c'est un vrai sujet. Donc on va pouvoir démarrer. Je vais vous demander à chacun de vous présenter, présenter votre maison succinctement, et puis aussi de nous dire en quoi vous êtes légitime sur l'ISR, parce que je le disais, moi, tous mes interlocuteurs arrivent la main sur le cœur, me disent mais oui, on fait l'ISR. Alors Anne-Claire, Perial. En quelques mots, c'est quoi Perial ? Ça pèse combien et ça existe depuis combien de temps ? Alors, le groupe Perial, donc créé en 66, Perial Asset Management et Perial Développement. Pour Perial Asset Management, on gère aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros d'actifs de gestion. Et vous êtes légitime ? Pourquoi sur l'ISR ? Alors, pourquoi ? Parce qu'on a créé en 2009 PFO2, qui est la première SCPI. Le fameux PFO2. Voilà, à intégrer des critères extra-financiers dans sa stratégie d'investissement et de gestion. Donc, il y a plus de 10 ans. Absolument. Oui. OK. Même question, Thierry Gueff. Nous sommes le groupe Fiducial est un groupe indépendant, donc Fiducial Gérance est la société qui gère pour compte de tiers depuis un peu plus de 40 ans. Et c'est vrai que dans notre ADN, dans nos convictions, on a le sens de la responsabilité. Et ça s'est traduit entre autres parce qu'on a une dimension aussi forêt. D'accord. On gère aussi les forêts. Donc on gère 2 milliards d'actifs immobiliers et une centaine de millions de forêts. Donc une culture d'entreprise où on s'inscrit plutôt dans le temps. Dans la durée, oui. On est des coureurs de fonds et on n'est pas attaché aux résultats au trimestre, aux chiffres au trimestre. On n'est pas des sprinters. Donc on a le sens de la responsabilité. C'est vrai que l'ISR et la pierre papier, on en parle parce qu'il y a ce fameux label ISR immobilier qui est sorti. Vous avez déjà bouclé votre dossier. C'est lourd, c'est compliqué pour une société de gestion d'obtenir cette cocarde, ce label ? Alors effectivement, on a obtenu le label ISR pour PFO2 et pour Perial Eurocarbone, qui est le premier fonds immobilier bas carbone. C'est long, mais ça demande un investissement assez fort de l'ensemble des équipes. Et surtout, c'est le début. C'est-à-dire qu'une fois qu'on obtient le label la première année, ça ouvre un cycle de 3 ans. Au bout de 3 ans, il faut repasser l'examen. Alors, le cycle s'arrête au bout de 3 ans et chaque année, il y a un audit de vérification qui vise à vérifier que les engagements qu'on a pris sont bien tenus. Donc, il ne suffit pas de dire oui, on va le faire. Non, il faut le faire. Vous êtes dans le process. Nous, on est dans le process. Et c'est vrai que c'est assez lourd, mais surtout, la phase préliminaire, c'est de la sensibilisation des équipes
au niveau de la société en entier. Oui. Il faut que tous les collaborateurs, c'est pas que la dimension investissement ou gestion, property, comme on dit, ou investissement, c'est toute la société qui doit s'impliquer dans ce process. Et c'est vrai que c'est un process assez lourd et, comme le dit Anne-Claire, récurrent. Enfin, je veux dire, régulier, tout ça. C'est pas un... C'est pas un one shot, c'est pas comme une école de commerce où on bûche beaucoup pour rentrer et puis après, certaines, on se dit, on se repose pendant 3 ans. Là, il faut continuer à travailler. C'est pas une finalité. D'accord. C'est vraiment... c'est tous les jours. Ok. On parle beaucoup de critères extra-financiers. Est-ce qu'on peut, par l'exemple, illustrer c'est quoi ces fameux critères extra-financiers ? Alors nous, on a défini 60 dans notre grille qu'on utilise pour chacun des actifs pour l'ensemble des fonds, dès la phase de préacquisition et jusqu'à l'arbitrage. Très concrètement, sur l'environnement par exemple, les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la surface végétalisée des sites. La surface végétalisée, c'est le jardin, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ou éventuellement, si je mets de la verdure sur le toit. Absolument. D'accord. On peut aussi retrouver les labels et les certifications environnementales, type HQE, BREEAM, etc. Sur la partie sociale, tous les paramètres qui favorisent le confort et la santé des utilisateurs, donc la qualité d'air, intérieur, extérieur, l'éclairage, les services aussi qui sont disponibles. Les services, c'est quoi ? Une conciergerie, un restaurant d'entreprise, une cafétéria, et aussi à proximité, ça on arrive à le quantifier. D'accord, donc dans le quartier. Absolument. Oui, absolument. Par exemple, c'est la contribution aussi au développement local. Dans ce volet sociétal. Alors quand on dit contribution au développement local, c'est-à-dire quoi ? Que l'entreprise mène des actions pour la communauté, comme disent les Américains, c'est quoi ? Par exemple ? Ça peut se traduire par ça, ou par exemple, les entreprises locataires s'engagent à favoriser l'emploi local. D'accord. Et vous êtes propriétaire d'un immeuble et vos locataires, vous les challengez un peu potentiel pour qu'ils puissent s'impliquer dans la vie locale. C'est assez lourd. Ça peut être lourd, mais non, mais il faut pas... C'est pas... Non, c'est pas ça. On voit que ça vous a coûté un peu, qu'il y a eu du boulot à l'un et à l'autre pour rentrer dans les clous ISR. Est-ce qu'on peut, pour illustrer par exemple, alors on parlera du stock. Parce qu'effectivement, quand on achète un actif neuf qui vient d'être construit, il y a des normes HQE, etc., etc. Et donc, j'imagine que c'est relativement facile. Maintenant, quand on a du stock avec des bâtiments qui ont 50 ans, qui ont été rénovés il y a 20 ans, c'est sans doute plus lourd de rentrer dans les clous. On y reviendra sur la question du stock, c'est une question complète. Mais juste un exemple concret, un actif auquel vous êtes intéressé, et puis à un moment, vous dites, non, on ne va pas l'acheter, on ne va pas le mettre en portefeuille parce que sur ces critères ISR, il ne passe pas la rampe. Qui se lance ? Qui Oui, ça arrive en fait. On est vraiment garant justement de vérifier qu'on atteint les notes seuil en fait pour l'acquisition. Donc typiquement, nous, on avait étudié un actif de bureau situé à Barcelone. Oui. A priori, pour notre fonds bas carbone, il s'avérait que en creusant un peu Donc a priori sur le papier, si vous y êtes intéressé, c'est que ça avait l'air bien sur le papier. Absolument, ça rentrait complètement dans la stratégie d'investissement du fonds. Et puis on commence à gratter. Mais voilà, sur les critères extra-financiers et sur le potentiel bas carbone de l'actif, c'était pas du tout aligné avec les ambitions qu'on avait de stratégie bas carbone. Donc on l'a écarté. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un moment, le fait d'être ISR, il y a un risque de perte d'opportunité. Oui, si on a une stratégie, oui, c'est possible, parce que nous aussi, on écarte, on a une grille aussi à l'investissement, qui après on décline, on la suit en gestion. Ça, c'est bien pour les actifs qu'on achète, qu'on vient d'acheter récemment, ou qu'on veut acheter. Et avec cette thématique et 5 sous-thématiques qui nous amènent à 35 à l'acquisition. Par contre, en gestion, on a plus de critères. Vous en avez 60 et quelques. 60, oui. On est plus proche de 55-60 que de 70. Nous. Mais par contre, il peut arriver on rejette, on ne prend pas un immeuble pour des raisons aussi. Il n'y a pas que l'immobilier stricto sensu, il y a aussi l'environnement de cet immeuble, par exemple. D'accord. J'ai l'impression, en vous écoutant tous les deux, 35 critères, vous parliez d'une 60aine de critères, j'ai l'impression que... est-ce que ce cadre réglementaire, il est très lisible autour de l'ISR ? J'ai l'impression que c'est très touffu, voire un peu évolutif. Est-ce que je me trompe ? Moi, en approche macro, et Anne-Claire pourra compléter
On a quand même aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le label ISR immobilier qui est là depuis 1 an, mais ce label ISR immobilier, si on remonte un peu en amont, on a l'ISR, déjà le label ISR en France, qui est une chose, et le label ISR immobilier est une déclinaison. D'accord. Et si on remonte plus haut, on arrive au niveau de l'Europe et de la régulation. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est la Commission européenne, elle est vraiment sensibilisée. Elle a une de ses priorités, c'est la finance durable. Alors et ça, donc, oui. elle a décliné en travers différentes directives et règlements. D'accord. Et donc, l'ISR, c'est une des déclinaisons. Mais quand on est, comme vous, un opérateur, entre les textes nationaux français, ce que disent les Européens, est-ce qu'on arrive assez facilement à naviguer? C'est pas trop touffu? Il n'y a pas une concurrence de normes parfois? Alors, ce qui est pas évident, c'est que il y a des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont volontaires. C'est-à-dire que le label ISR est volontaire. Personne n'est obligé d'avoir le label. En revanche, il y a mais ça devient quand même, le fait d'avoir ce label ISR... Il y a une pression du marché, évidemment. Oui, une pression du marché. Oui. Mais donc ça, c'est le label ISR, comme vient de le dire Anne-Claire, n'est pas obligatoire en tant que tel. Mais par contre, il y a des sujets qui sont obligatoires. Et on va être obligé, nous, société de gestion, quel qu'on soit finance ou immobilier, à avoir des reportings sur justement la finance durable, comme on dit. Et qui viennent avec des règlements européens. Il y a le reporting financier classique, et en plus, il y a un reporting ISR environnemental, c'est ça? Et l'AMF aussi met son zeste. Alors, c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, qu'il y a une actu réglementaire autour de l'ISR. Et je me dis, pour les opérateurs, c'est quand même compliqué de suivre toute cette actu. C'est compliqué, d'où l'intérêt d'avoir des équipes qui soient dédiées à ce Qui sujet-là. sont impliquées, comme le disait... Et qui soient impliquées sur toute la chaîne, effectivement, que ce ne soit pas uniquement la cellule en charge de l'ISR, mais que ce soit vraiment toutes les équipes. Le constat que vous faites sur le côté un peu touffu des critères, etc., c'est un peu le constat que tout le monde a fait, et notamment l'AMF, notamment l'Europe, en disant mais finalement on n'y comprend pas grand-chose, les épargnants n'y comprennent pas grand-chose, et on va essayer de normaliser tout ça. D'où l'AMF qui publie une doctrine, d'où l'Europe qui publie un règlement qui s'appelle le règlement Disclosure qui est entré en application en mars pour normer une sorte de définition commune de ce que c'est les critères extra-financiers, comment on les reporte, à quel niveau, sur quel support, etc. Encore beaucoup de papier. Encore beaucoup de papier. C'est bon pour les forêts. C'est bon pour les forêts. Non, mais on fait tout ça en digital. Je crois que c'est vous, Anne-Claire, qui parliez tout à l'heure d'investisseurs, de particuliers qui étaient soucieux de l'impact. Est-ce qu'on arrive à mesurer réellement les impacts, les quantifier? Ça, c'est un vrai sujet. C'est tout l'avènement de la finance à impact là, qui prend un élan supplémentaire là, en ce moment. Très concrètement, aujourd'hui, sur la partie environnementale, il y a quand même des indicateurs très précis. Nous, par exemple, on a travaillé avec la société Carbone 4 pour mesurer l'empreinte carbone. Carbone 4, c'est Jean Covici. Voilà, absolument. Qui nous a accompagnés pour mesurer l'empreinte carbone des parts de PFO2 et pour dire concrètement quelle est la tonne équivalente et à quoi ça peut se comparer. Et ça, c'est important pour les épargnants, de comprendre comment, avec leur acte d'épargne, ils peuvent impacter positivement sur le climat. Il y a le carbone, vous parliez aussi, il y a toute la dimension humaine du confort. Est-ce que ça se mesure, le confort des salariés, si on gère des bureaux? C'est plus compliqué. Ou pas encore. C'est plus compliqué, parce que des fois, on peut se retrouver avec une dichotomie au fait que l'immeuble, on va dire, on prend les cas d'un immeuble qui est labellisé, que ce soit HQE ou BRIMS, il y a plein de labels français ou anglo-saxons, et il est préconisé un chauffage, par exemple, à 19 degrés. Ouais. Bon, ça, jusque-là, c'est bien, c'est vertueux, on est un peu et vous avez un comité, un CSE, un comité social et économique, qui dit, moi, 19, non, ça va pas. Il faut 21 ou 22. Alors là, donc là, il y a contradiction entre d'un côté l'entreprise qui dit on va être entre guillemets vertueux, et puis... Tout ça, il faut le gérer. Il faut le gérer, ça, si vous voulez. Ça existe déjà, ce type de contentieux? C'est des choses que vous anticipez? Ça existe. Après, le locataire, vous lui livrez un immeuble en parfait état de fonctionnement, labellisé, tout ça, et après, il y a l'usage. Et ça, vous avez beau lui donner des conseils, essayer de l'accompagner, il fait quand même, à ce niveau-là... D'accord. Donc, c'est quand même... Ok. J'aimerais qu'on parle aussi un peu d'argent.
Vous évoquiez ce cas d'un actif à Barcelone, je crois. Sur le papier, c'était bien. Et puis, quand vous avez commencé à gratter, vous avez aperçu que ce n'était pas aussi bien sur ces aspects ISR et donc, du coup, on passe. Du coup, on ne retient pas l'actif. Ça veut dire que pendant quelques jours ou quelques semaines, les équipes ont travaillé. Donc, c'est un coût de travailler un dossier. Et puis, il y a une perte d'opportunité quand même. Est-ce que c'est un peu la question qu'on posait il y a 10 ans ou il y a 20 ans sur l'investissement financier ISR, est-ce que ça coûte? Votre sentiment, est-ce que sur l'immobilier, l'ISR, ça va coûter en termes de quelques points de base sur les rendements? Ouais, je pense que oui. Parce que là, le sujet, on arrive au stock là. On arrive au stock. C'est le sujet. Le stock, il tourne 1% par an, globalement. Donc, à partir de là, le stock... Oui, parce qu'il y a les actifs qu'on fait rentrer, et là, on se dit, je fais ou je ne fais pas. Donc, et là, puis, il y a les choses dont on hérite. C'est-à-dire que j'ai... dans mon fonds, dans mon SCPI, un truc que j'ai acheté il y a 10 ans, qui a été rénové il y a 15 ans, avec des normes qui valent ce qu'elles valent. Et donc là, je suis obligé de passer tout ça au crible. Bah oui, dans le cadre qu'on soit labellisé ISR et éventuellement ou pas, de rénover, alors de mettre aux normes. Oui, de mettre aux normes, de faire des efforts au niveau de ce patrimoine. Et ça, c'est un coût. Donc aujourd'hui, le chiffrage, ça peut être quelques points de base. Il y a toute une stratégie à adopter en fonction des actifs que vous avez. Même contrainte, j'imagine, chez vous, sur Perial, sur PFO2, il y a un moment, quand on regarde le stock, il y a des choses où on doit dire, là, ça a besoin d'être revampé, non? Ou d'être arbitré. Ou d'être arbitré, c'est-à-dire d'être vendu, c'est ça? Oui, arbitré, vendu. Alors après, nous, ce qu'on constate sur PFO2, c'est que c'est vrai qu'au début, tout le monde me disait, mais si vous vous engagez à réduire les consommations, évidemment, vous allez avoir des coûts et ça va dégrader la performance. Nous, ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'on est toujours au-dessus du DVM benchmark. D'accord. Rien que cette année, enfin l'année dernière en 2020, on était à un DVM de 4,50 pour PFO2 contre 4,04 sur le DVM bureau. Donc on voit qu'en fait on est quand même au-dessus du benchmark, même avec cette contrainte-là finalement. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'histoire de la maison? Vous nous disiez que vous avez commencé à faire une approche ISR en 2009, que donc du coup vous avez pris en compte des critères déjà. Au moment d'acheter des actifs il y a déjà plusieurs années. Alors que si vous prenez une SCPI qui a des immeubles qui ont 30 ans, c'est pas la même chose. C'est le sujet, il est là. Vous avez pris le problème au départ, avec PFO2. Bon, donc après, mais c'est pas propre au SCPI, c'est propre à tous les acteurs de l'immobilier. Non. Je pense que c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre non, mais quand on gère un fonds ISR, vendre, acheter une action, c'est simple. Hein. Donc il y a un moment, on se dit, tiens, j'aurais bien gardé telle action encore 6 mois ou 2 ans, mais ma compliance me dit qu'il faut la vendre parce que X, Y, Z. Un bien immobilier, le vendre, c'est un peu plus lourd déjà. Exactement. Et ça, on arrive à... Vous êtes en plein dedans. Thierry, est-ce qu'on arrive à quantifier ce que ça a représenté comme charge? Vous parliez de quelques points. Mais... Quelques points de base, c'est-à-dire que c'est des pouillèmes de... Voilà, c'est pas des pourcents, c'est des points de base. Oui, c'est des points de base, on le rappelle, donc, un point de base, c'est 1/100 de %. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de choses aussi sur l'ISR qui sont des points vraiment de bon sens, de fonctionnement au quotidien. Comme quoi? Je veux dire, mettre des déclencheurs, ça vous paraît un peu bizarre. Non, mais on est là pour des déclencheurs, je veux dire, de lumière, de présence, tout ça, pour le chauffage, tout ça, c'est pas, ou sur la lumière, c'est pas coûteux ça. Okay. Si vous prenez ça en amont, c'est pas du tout coûteux. Donc là-dessus, il faut... Après, il y a des immeubles, oui, c'est des passoires thermiques, ça c'est un autre sujet. Mais parce que ça dépend des époques. Quand vous dites si vous prenez ça en amont, c'est pas coûteux. En amont, c'est-à-dire au moment de la conception et de la fabrication, de la construction de l'immeuble, parce que non, si on met des ouais, mais je parle non. Peut-être que c'est en amont, c'est quand par exemple on change de locataire. D'accord. C'est l'occasion. Ok. Vous voyez. Non, je crois que parce que je parle pas en amont. Souvent il y a du câblage, faut tirer les câbles. Non, mais au moment d'un changement de locataire, c'est l'occasion de. D'accord.
Ok. Et je crois que c'est vous qui disiez, bon, bah, soit on met un niveau, soit on arbitre, qui était une façon élégante de dire, on vend. Oui. Et donc, vous, en tant que gérant, vous dites, il y a des actifs qu'on vendra. Bah, On va regarder. Déjà, il y a une problématique, Frédéric, c'est que les SCPI, historiquement, ils achetaient et ils conservaient dans leur patrimoine les immeubles. Aujourd'hui, les gestionnaires de SCPI dont nous sommes, qu'on achète un immeuble, on a déjà une idée combien de temps on va le garder. C'est pas ad vitam aeternam. Pourquoi ? Parce que on gère des actifs. On n'a pas la gestion à l'ancienne. D'accord. Voilà. Donc on dit que cet immeuble, on l'achète à tel endroit parce qu'il y a une commercialité et que dans 15 ans, ça risque de changer pour telle raison. Donc on l'arbitrera par exemple dans 10 ans. Ça, c'est un travail d'asset. C'est pas un travail, aujourd'hui, on n'accumule pas du patrimoine pour accumuler du patrimoine. On arbitre. D'accord. On achète et au moment de l'acquisition, on a nos grilles ESG et on dit, bah, cet actif-là, normalement, on va le garder 10 ans. D'accord. 15 ans et après, il sera arbitré. Il y a eu depuis quelques années un changement de culture à ce niveau-là. Oui, moi, c'est vrai que j'ai une vision qui est peut-être un petit peu passée, ce qu'on appelle de gestion de bon père de famille. J'achète et puis je laisse le temps tourner. Je stocke, oui. Oui, je stocke, voilà, c'est ça. Ouais. Non, ça c'est fini, ça. Ça c'est fini. Ok, Ouais. Ce que vous me dites, c'est que je suis dépassé. Pas du tout, mais bon... Il y a les des temps contraintes changent. réglementaires aussi, en fait. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le décret tertiaire qui arrive et qui oblige les propriétaires et les locataires à réduire de manière très significative leur consommation d'énergie d'ici 2030, donc à hauteur de 40%. À l'horizon 2030, oui. Voilà, donc on est obligé de faire l'effort. Et il y a même des pays qui vont plus loin. Aux Pays-Bas, en 2023, les propriétaires ne pourront ni vendre ni louer un actif qui aurait un DPE équivalent en dessous de C. Ouais. D'accord. Ce qui veut dire que là, il va falloir investir massivement. C'est ça, c'est une obligation. Donc ça va faire tourner les actifs, parce que soit je suis, en tant que porteur, soit je suis prêt à investir, soit je me dis, non, je préfère vendre. Oui, mais oui, je vous invite à lire l'article 29 de la loi climat. Alors, vous allez nous faire une petite synthèse, parce que je suis pas sûr. Qui est très contenant, qui est très, qui va dans ce sens que... Donc l'article 29 de la loi climat, il nous dit qu'il faut... il faut justement faire beaucoup d'efforts, et je veux dire, sur les passoires thermiques, mais aussi pour les particuliers. C'est pas que pour les... C'est pas que pour les SCPI. Les SCPI ou foncières. Tout le monde est concerné. Ok, y compris le particulier qui vend son appartement ou sa maison et à qui bientôt on va dire, c'est quoi le bilan énergétique ? Ah ben non monsieur, vous pouvez pas vendre, c'est ça, hein ? Oui, ou pour la location. D'accord. Non, c'est un sujet de fond. Ok. Qui touche... donc ça veut dire des investissements, ça veut dire du boulot. Est-ce qu'on peut parler du reporting ? Je crois que c'est vous Thierry qui disait, voilà, c'est bien, mais ça rajoute une petite couche de reporting. Le reporting c'est un sujet complexe parce qu'on est toujours tiraillé entre le fait d'être exhaustif, aussi complet que possible, et puis quand c'est trop exhaustif, les gens ne lisent pas. Il faut trouver le bon équilibre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des en reporting financier, on parle de chiffres, on parle de TRI, de taux de distribution, mais quand on met une dimension, qu'on nous ajoute une dimension... On est sur un peu du qualitatif. Oui, il y a du quantitatif et à la fois du quantitatif, parce que quand on regarde sur les gaz à effet de serre, tout ça c'est du quantitatif, c'est mesurable. Oui. Par contre, il y a le qualitatif. Quand vous favorisez le service rendu aux occupants, l'environnement local, c'est du qualitatif. Oui. Et comment on le mesure, ça ? Et je ne suis pas sûr que nos deux maisons le mesurent de la même façon. Bon, vous êtes un peu plus en avance, peut-être, Anne-Claire Barbery, avec Perial, que notre ami, sur le reporting. C'est un dossier qui aboutit, vous y travaillez encore ? Vous avez identifié les formats de reporting qui vous satisfont ? En fait, depuis plusieurs années sur PFO2, on publiait un reporting qui était lié aux objectifs de réduction de consommation d'énergie et d'eau qu'on avait identifiés. Le label ISR impose un nouveau cadre de reporting, dont on s'y est conformé, en intégrant aussi nos spécificités. Donc aujourd'hui, on a 8 indicateurs extra-financiers sur lesquels on reporte. On peut les lister ? Performance énergétique, gaz à effet de serre, surface végétalisée. Les fameuses dont on parlait tout à l'heure. Pourcentage du patrimoine qui est labellisé. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les services rendus, on a aussi un outil qui est assez précieux qui s'appelle le WalkScore, qui donne une note de 0 à 100 et qui quantifie
par cette note la quantité et la qualité de service qui sont à proximité. C'est un peu la logique de la ville du quart d'heure. D'accord. Donc on arrive à quantifier même des choses qui, a priori, étaient difficilement quantifiables. Ok. C'est un modèle pour vous, là. Oui et non. Mais on peut avoir des sensibilités différentes sur ces critères qualitatifs. Hein. Et après, on verra. Et alors, sans rentrer trop dans la technique, moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, vous disiez le taux d'actifs qui... Donc, en fait, si je comprends bien, c'est un score global. J'accepte d'avoir des actifs qui dérogent par certains points. Ça peut arriver, effectivement. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est que même sur la performance énergétique, c'est évidemment soumis à la collecte des données de consommation sur les parties communes surtout sur les parties privatives. Ça arrive qu'on n'arrive pas à collecter cette information-là de la part des locataires, et donc on le met dans notre reporting. On veut vraiment être transparent là-dessus en disant... On a cette performance-là, attention, elle est valable sur tel périmètre puisqu'on a collecté ces données-là. Parce que c'est vrai qu'on a des locataires, notamment en commerce, qui refusent de jouer le jeu. C'est pas un jeu, mais autant en bureau, ça peut être... ça me semble, c'est plus simple. Vous anticipez la question qui me venait. Effectivement, parce que SCPI, la pierre papier, ça peut être du bureau, ça peut être du résidentiel, ça peut être... La logistique, ça peut être de la boutique. De l'hôtellerie. De l'hôtellerie, donc à chaque fois des publics, des populations qui n'ont pas les mêmes réflexes. Donc sur les bureaux, c'est relativement simple. Ça me semble plus simple, en tout cas nous on le voit on a prévu depuis longue date dans nos bouts d'avoir communication de ce type d'information énergétique, mais sur les commerces, ils ne sont pas forcément très emballés, on va dire, parce qu'ils ont peur que, ça dévoile du chiffre d'affaires. Indirectement. Ah, d'accord. Mais alors, le décret tertiaire, comme évoqué récemment, oblige, normalement, les gens devraient rentrer dans... C'est une obligation pour cette année, bailleur, locataire. Mais bon. Donc là, vous avez, l'un comme l'autre, en tant que gérant, un travail d'éducation et de sensibilisation à faire. Oui. Là, vous évoquez les commerçants qui, parfois... sont pas enthousiastes à l'idée de communiquer des informations. Là, il va falloir évangéliser, expliquer qu'on n'est pas là pour les fliquer, mais que c'est pour une bonne raison et qu'on ne veut pas nécessairement suivre l'évolution de leur chiffre d'affaires, que ce n'est pas votre souci, quoi. Non, ce n'est pas notre souci premier. Bon, c'est clair. J'ai le sentiment quand même que y a un côté militant quand on est aujourd'hui, quand on fait de la pierre papier et qu'on veut mettre en place de l'ISR. C'est militant parce que d'abord c'est du travail pour les équipes, faut dialoguer avec les clients, faut les former, faut leur expliquer pourquoi on leur pose toutes ces questions. Il faut que les locataires soient OK pour remonter les informations. C'est avant tout une conviction, des convictions. Si vous n'avez pas des convictions de fond sur la thématique, développement durable, parce que la thématique c'est le développement durable. Oui. Vous passez à côté. Je veux dire, vos convictions, il faut la transmettre à vos équipes. C'est pour ça que chez nous, c'est la direction générale qui pilote le sujet. Qui impulse un peu... Oui, oui. Voilà, c'est donc, au niveau de la direction générale pour montrer que c'est important et qu'il va falloir le prendre en compte. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit bien dans les équipes, les jeunes collaborateurs sont plus sensibilisés que les anciens. Des gens qui ont 25-30 ans. Anne-Claire Barbieri en est l'exemple. Exact. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok. Bon, c'est très clair. On va bientôt arriver au terme de notre table ronde, des 30 minutes qui nous étaient imparties. Le mot de la fin, la conclusion, le message que vous avez envie de partager. On a beaucoup parlé des locataires avec les investisseurs. Je pense qu'effectivement, les convictions qu'on peut avoir en tant que société de gestion, elles doivent être complètement partagées et comprises par l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc que ce soit en interne, que ce soit nos property managers, les locataires, les fournisseurs, les partenaires, absolument. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'on voit que naturellement, effectivement, il y a des questions qui émergent de personnes qui sont convaincues dans tout cet écosystème. Et nous, on a la charge d'orchestrer toute cette conviction, de la partager, de la rendre intelligible, parce qu'effectivement, ça peut être un peu confusant au début, et d'embarquer tout le monde. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élan qui est assez formidable. Donc il y a
Ok, il y a du travail d'évangélisation, Ouais, vous êtes dedans. C'est un challenge. C'est challenging. C'est challenging parce que ça touche tous les maillons de la chaîne. Et qui plus est, l'associé qui finance au départ, qui investit. Oui, aussi. On part de là quand même, c'est lui qui investit. Donc son investissement, aujourd'hui, il veut faire sens. Donc c'est à nous, après gestionnaires, de justement de faire prospérer cet investissement, qui trouve son équilibre à la fois environnemental et sociétal. C'est notre responsabilité sociétale. Parce que nous, en tant que société de gestion, on se doit aussi d'être un acteur. Je veux dire, il n'y a pas que des performances financières. Il y a quand même toute cette chaîne. Et on a une responsabilité sociétale. Ok. Donc la cohérence avec soi-même, l'ISR, c'est une affaire de conviction pour soi-même, pour les équipes et aussi à l'égard de l'extérieur. Merci Anne-Claire Barbery d'avoir été avec nous. Merci Thierry Gueff. Merci. On se retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt.